Bonjour, donc comme promis, cette deuxième séance va se faire online. Donc la semaine dernière, on a parlé de la structure membranaire et on s'est focalisé sur les composants lipidiques de la membrane. Et puis aujourd'hui, on va parler de la partie protéines. Donc je profite de sa première diapositive ici pour signaler que mon ordinateur, il est bilingue et que moi, je ne suis pas très douée en orthographe. Donc je vous demande de m'excuser sur certaines fautes d'orthographe ou certains mots qui sont écrits en anglais. Donc, on a vu que les protéines membranaires sont donc insérées dans ce solvant que sont les lipides et que ce sont les protéines qui accomplissent une grande partie des fonctions. De nos jours, j'ose plus dire toutes les fonctions parce que les lipides en ont de plus en plus, mais les protéines sont plus faciles à comprendre parce qu'au lieu d'avoir un comportement collectif comme on a vu pour les lipides, elles ont vraiment une fonction précise dans une structure indépendante précise. Donc on a vu que tous les transports de molécules d'un côté de la membrane étaient effectués par des protéines, la façon dont les cellules s'accrochent à leurs voisines ou à des substrats à l'extérieur de la cellule, que les signaux qui arrivent de l'extérieur sont lus par des protéines, et puis que toute une série de réactions chimiques sont effectuées par des protéines qui sont transmembranaires. Ici, j'ai mis la synthèse de l'ATP, mais tout ce dont on a parlé la dernière fois, c'est-à-dire la synthèse des différents lipides, se fait aussi souvent par des protéines qui sont transmembranaires. Alors, d'un point de vue thérapeutique, les protéines transmembranaires sont extrêmement importantes parce que quelque chose comme 70% des drogues actuellement sur le marché sont orientées vers des protéines transmembranaires. Et donc, les industries pharmaceutiques s'intéressent très fortement à ces protéines-là. Donc, ce qu'on va voir là, c'est quelles sont leurs structures. Donc, je vais faire un petit rappel sur la façon dont les protéines se replient, surtout sur leur structure. Donc, je vous rappelle qu'on a une structure primaire. Ce qu'on appelle la structure primaire, c'est l'enchaînement des acides aminés, simplement l'ordre dans lequel ils sont dans la chaîne. Ensuite, il y a essentiellement deux éléments de structure secondaire, c'est-à-dire que cette chaîne adopte une forme, et il y a essentiellement deux formes majoritaires, qui sont l'hélice alpha et le feuillet bêta. Et puis ensuite, ces hélices alpha et ces feuillets bêta vont s'associer entre elles d'une façon précise dans l'espace tridimensionnel, et c'est ce qu'on appelle la structure tertiaire. Et finalement, ce qu'on appelle la structure quaternaire, c'est quand une chaîne polypeptidique s'associe avec d'autres chaînes polypeptidiques, qui sont soit la même, donc on a des dimères, des trimères, etc. Et ces dimères, trimères, etc. peuvent être soit des homodimères, c'est-à-dire toutes les molécules sont les mêmes chaînes polypeptidiques, soit on peut avoir des hétéro-oligomères, où on va associer différents polypeptides entre eux. Donc au début, quand le ribosome synthétise une chaîne polypeptidique, bien entendu, elle n'est pas repliée, et il va y avoir un certain nombre d'interactions qui vont promouvoir ce repliement. Donc je vous dis tout de suite que le repliement des protéines, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement complexe et qu'on comprend encore très mal, même pour des très petites protéines. Donc il y a deux événements clés qui ont lieu. On ne sait pas exactement s'ils ont lieu l'un après l'autre, en même temps ou dans quel ordre, et peut-être que d'ailleurs ça change d'une protéine à l'autre. Donc les deux choses qui se passent, l'un c'est la formation de la structure secondaire. Donc il y a certains acides aminés qui vont vraiment avoir tendance à former surtout des hélices et ça va se faire très rapidement après la synthèse. Et le deuxième, c'est le fait qu'il y ait certains acides aminés hydrophobes, et on va revenir dessus, qui bien entendu, vont pas être contents en arrivant dans le milieu aqueux, en sortant du ribosome. Et donc ces acides aminés hydrophobes, ils vont essayer de se protéger de l'eau, et c'est ce qu'on appelle le collapse hydrophobe. Qu'est-ce qui se passe quand on a une molécule qui est hydrophile dans l'eau? Elle va pouvoir former des liaisons hydrogènes avec les molécules d'eau, et en fait c'est ça qu'on appelle être soluble dans l'eau. Donc ici, par exemple, il y a le cas de l'acétone, et puis on voit qu'il y a formation ici de liaisons hydrogènes. Par contre, si on a une molécule qui est hydrophobe, qui n'est pas capable de former des liaisons hydrogènes, ce qu'on va avoir, c'est que l'eau va se structurer comme ça autour de cette molécule, et en fait, cette molécule est insoluble. Donc il n'y a aucune interaction entre les molécules d'eau et cette molécule-là. Donc c'est ce qui se passe pour les acides aminés qui sont hydrophobes.
Donc si on regarde tous les différents acides aminés, donc d'abord je vous rappelle qu'il y a différents codes pour les acides aminés. Il y a le nom en entier ici, alanine. Il y a un code à 3 lettres qui est pour l'alanine et ALA, et puis un code à une lettre qui est A. Donc dans la plupart des cas, ça colle plutôt bien, donc alanine, ALA, A. Mais on a des cas de figure où finalement ça ne joue pas, comme ici, phénylalanine, Phe et puis F. Donc vous allez voir de façon différente un de ces 3 codes qui est utilisé. Quand on écrit la chaîne polypeptidique, on prend la forme la plus courte, et donc celle qui est le plus utilisée, c'est donc ce code à une seule lettre. Donc ici, vous avez tous les acides aminés hydrophobes. Il y a 20 acides aminés au total. Les plus hydrophobes, ce sont ceux-là, valine, isoleucine et leucine. Et puis, on a aussi ceux qui ont des cycles, ici, tryptophane, tyrosine, phénylalanine, qui sont à tendance très hydrophobe. Donc ces acides aminés-là, quand ils vont apparaître lors de la synthèse d'une protéine dans la chaîne polypeptidique, vont avoir tendance à se cacher et à se rejoindre entre eux. Alors juste pour finir sur les acides aminés, c'est ceux que je vous ai montrés, donc ceux qui sont hydrophobes et ceux qui sont aromatiques qu'on met généralement séparément. Ensuite, il y a ceux qui sont chargés, lysine, arginine, en particulier chargés positivement, et aspartate et glutamate, ou bien acide aspartique, acide glutamique, qui sont chargés négativement. Et puis finalement, il y a toute une série de petits acides aminés qui sont, donc pas forcément si petits, mais qui sont polaires mais qui ne sont pas chargés. Et donc ces acides aminés-là, ils sont solubles dans l'eau. Donc si ici vous voyez une chaîne polypeptidique qui a été synthétisée, ces petits points noirs sont les acides aminés qui sont hydrophobes. Et ce qui va se passer, donc, c'est que ces acides aminés hydrophobes ne vont pas être contents dans l'eau, et ils vont induire ce qu'on appelle ce collapse hydrophobe. Ils vont se mettre ensemble au milieu de la structure. Et donc ça a lieu en même temps, juste avant, juste après, on ne sait pas trop, que la formation de la structure secondaire. Et donc ensuite, le résultat, c'est qu'on a une protéine qui est repliée, et où les résidus qui pointent vers l'extérieur, ici, sont des résidus polaires, donc solubles dans l'eau. Et puis dans l'intérieur, il va y avoir ces résidus qui vont maintenir ensemble en partie. Il y a aussi bien sûr des liaisons ioniques, etc., mais qui vont maintenir cette structure. Donc pour une protéine qui est soluble, qui sont toutes les protéines qui ne sont pas transmembranaires, la surface qui est exposée, c'est une surface qui est hydrophile. Okay. Donc si maintenant on passe aux protéines membranaires, on a le cas suivant. Donc on a la membrane, on a une protéine qui traverse la membrane, et puis on a un bout d'un côté, un bout de l'autre, qui peuvent être tous de taille très très variable. Et finalement, ce qu'on a ici ou ce qu'on a là, c'est exactement le cas que je vous ai présenté il y a 2 minutes. C'est-à-dire que ça peut être un assemblage d'hélice alpha et de brin bêta, avec l'extérieur qui est polaire. Par contre, ici, la partie qui est au milieu, qui est la partie qu'on appelle transmembranaire, la situation est différente, parce que la protéine, elle va être en contact ici avec les chaînes acyles de la bicouche lipidique. Alors, vous allez me dire, bon, alors c'est pas si compliqué que ça, au lieu de faire ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que pour une protéine soluble, tout ce qui est à l'extérieur doit être polaire, bah, il suffit de faire l'inverse, c'est que tout ce qui est à l'extérieur doit être hydrophobe. Mais en fait, c'est pas la nature n'a pas fait comme ça, les choses comme ça. En fait, il n'y a aucune protéine transmembranaire qui a un mélange comme ça d'hélice alpha et de feuillet bêta. Ce que nous révèle la nature, c'est qu'en fait, il n'y a pas de solution mixte. On a soit des protéines qui traversent la membrane que sous la forme d'hélice alpha. Ici, il y a quelques exemples. Traverse une fois, traverse 3 fois. Ou on a des protéines qui traversent la membrane que sous la forme de feuillet bêta, de brin bêta. Et dans ce cas-là, on a donc dans le premier cas, on a les exemples qui sont connus, sont à peu près de 1 à une vingtaine d'hélices transmembranaires. Par contre, la variation est beaucoup plus grande pour les brins bêta, où le plus petit connu, il y a 8 brins bêta, et plus grand, plus de 200 brins bêta qui traversent la membrane. Donc on va regarder ces 2 cas de figure plus en détail.
Donc, je vous rappelle donc la structure en hélice alpha, c'est-à-dire que les acides aminés tournent sur eux-mêmes et se décalent pour former une hélice. Et puis, au sein de l'hélice elle-même, on va avoir des formations de liaisons hydrogènes ici entre le CO et puis 3 acides aminés et demi plus bas avec le NH. Donc, cette hélice, toutes les liaisons hydrogènes se font au sein même de l'hélice alpha. Et puis ensuite, si on regarde où sont les chaînes latérales, elles sont effectivement dans ce cas-là vraiment orientées vers l'extérieur de l'hélice. Donc on a les liaisons hydrogènes qui se font par ici, et puis les chaînes latérales qui pointent systématiquement vers l'extérieur de l'hélice. Donc, les liaisons hydrogènes, elles sont satisfaites au sein de l'hélice, donc il n'y a aucune raison que les liaisons hydrogènes se fassent avec l'extérieur de la protéine. Et donc, les liaisons hydrogènes dans une hélice alpha ne sont pas un problème pour traverser la membrane. Par contre, ce qui est un problème, c'est ces chaînes latérales. Donc, pour qu'une hélice comme ça puisse traverser une membrane, il faut que ces chaînes latérales, elles soient hydrophobes. Et donc, ce qui est dessiné ici, dans le cas d'une protéine qui traverse une seule fois la membrane et qui est sous la forme d'une hélice alpha, et donc ce qu'on voit, les acides aminés qu'il y a ici, c'est phénylalanine, ici, isoleucine. Tous ces acides aminés-là sont soit très hydrophobes, soit ils n'ont pas de caractéristiques particulières comme la glycine et l'alanine qu'on trouve aussi bien dans les protéines solubles que dans les protéines transmembranaires. Une représentation qu'on utilise en fait relativement peu, sauf pour des cours ou des illustrations, des explications conceptuelles, on dessine jamais les hélices de cette façon-là, parce qu'il n'y a pas tellement de transmission d'informations. C'est plus simple d'avoir la séquence d'une protéine sous la forme d'acides aminés écrits comme ça en ligne, une fois qu'on a l'habitude. Mais cette représentation-là, elle n'est pas particulièrement utile pour en extraire de l'information. Mais si on se pose la question de savoir si une hélice peut traverser une membrane ou non, ou bien s'associer sur une membrane, avec une membrane comme on verra tout à l'heure, une méthode qui est très utile, c'est ce qu'on appelle le helical wheel. C'est-à-dire qu'au lieu de regarder l'hélice en profil, comme sur la diapositive précédente, on la regarde par au-dessus, dans l'axe de l'hélice. Et donc ici, l'hélice, elle fait plusieurs tours et elle monte. Et donc, ce qu'on peut voir ici, c'est qu'en vert, tous les acides aminés qui sont hydrophobes. Et ce qu'on voit, c'est qu'ici, cette hélice, elle a une moitié où tous les acides aminés qui sont du même côté de l'hélice sont hydrophobes, alors que tous les acides aminés qui sont de l'autre côté de l'hélice sont chargés dans ce cas-là positivement. Donc cette hélice, elle ne pourrait pas être transmembranaire parce qu'elle n'a que des charges d'un côté et elle est hydrophobe de l'autre. Donc ici, on a une autre représentation similaire, sauf qu'on ne voit pas la connectivité, donc celle-là est plus souvent utilisée que celle-là. Mais ici, on n'a que des acides aminés qui peuvent être dans une membrane. Donc si on voit une hélice comme ça, on se dit ça c'est certainement une hélice transmembranaire. Alors ça, c'est un schéma que je vous ai mis, que vous pouvez garder si vous voulez, mais qui je trouve vraiment utile, dont je me sers régulièrement pour essayer, parce qu'on peut se souvenir des codes, mais on ne se souvient pas forcément de propriétés de tous les acides aminés. Et ici, on en voit vraiment une espèce de diagramme de veine avec tous les acides aminés. Donc on voit ici tous les acides aminés hydrophobes dans ce grand cercle bleu. Ensuite, on a ceux qui sont chargés ici. Puis on voit que certains ont des propriétés un peu ambiguës. Il y a aussi la taille des acides aminés qui peut être importante et qu'on retrouve ici. Donc ça, je ne vous demande pas d'apprendre ça par cœur, mais à l'occasion, vous pouvez trouver que dans un exercice ou autre chose, d'avoir ce schéma peut vous être utile. Donc, pour qu'une protéine traverse une membrane, il faut non seulement qu'il y ait des acides aminés, mais il faut qu'il y ait suffisamment d'acides aminés pour traverser cette membrane. Donc, ça va dépendre de l'épaisseur de la membrane. Et puis, on a vu que l'épaisseur de la membrane va dépendre de toute une série de facteurs qui sont la longueur des chaînes lipidiques, la saturation de ces chaînes, la présence de cholestérol ou pas, la température, éventuellement la présence de certaines autres protéines peut influencer cette épaisseur.
Et donc, l'épaisseur, en fonction de l'épaisseur, il va falloir plus ou moins d'acides aminés pour traverser cette membrane. Donc, on va prendre environ 3 nanomètres d'épaisseur ici, qui correspond à la longueur hydrophobe, donc sans inclure les têtes polaires. Et donc, si on regarde les caractéristiques d'une hélice, que vous voyez ici, on a 3,6 résidus par tour. La distance qui est parcourue par un tour correspond à 5,4 angstroms. Ça veut dire que pour un résidu, on va se déplacer de 1,5 angstrom sur l'axe de l'hélice. Et donc, pour traverser une épaisseur qui fait 3 nanomètres, il nous faut environ 20 acides aminés. Alors, bien sûr, 20 acides aminés, ça sous-entend que cette hélice est perpendiculaire au plan de la membrane, mais on peut avoir des hélices qui ne sont pas parfaitement perpendiculaires à la membrane et qui vont avoir ce qu'on appelle un tilt, qui vont avoir un angle par rapport au plan de la membrane. Et donc, si vous avez plus l'hélice est penchée, plus il vous faudra d'acides aminés pour traverser cette membrane, puisque à ce moment-là, vous allez avoir le théorème de Pythagore, qui fait que l'hypoténuse est plus longue que les côtés. Donc, il y a une variation entre la longueur des hélices transmembranaires, même pour une protéine qui traverse la membrane qu'une seule fois. Et on peut jouer sur l'épaisseur de la membrane en changeant l'angle que fait la partie transmembranaire avec le plan de la membrane. Ce que je viens de vous dire suggère que c'est relativement simple, simplement par des méthodes de bioinformatique, de détecter des protéines qui sont transmembranaires, puisque les règles sont: il faut que les acides aminés soient en grande partie hydrophobes, et il en faut à peu près 20 pour traverser une membrane. Donc si vous avez ici une séquence dans une protéine, vous allez pouvoir détecter cet acide aminé chargé, celui-là aussi, celui-là aussi, celui-là aussi. Il y a peu de chances que cette partie-là soit dans une membrane, mais tout d'un coup, vous allez avoir un enchaînement d'acides aminés qui sont peu ou très hydrophobes, et donc il y a de fortes chances que toute cette partie-là soit transmembranaire, et à nouveau, ça devient plus flou, et on a à nouveau des charges, qui fait que ça... Donc, cette partie-là a de fortes chances d'être une partie transmembranaire. Et comme on peut la détecter à l'œil, on peut aussi la détecter par une analyse bioinformatique. Donc, ici, les charges, et ici, la partie qui est peu ou très hydrophobe. Donc, on peut faire ce genre d'analyse sur tout le protéome humain, qu'on peut dériver ou humain ou autre chose, et qu'on peut dériver bien sûr du génome et des régions codantes de ces génomes. Et donc si on analyse toutes les protéines qui ont une fois dans leur séquence un fragment comme ça qui est hydrophobe, on peut essayer de faire un histogramme de la distribution de la longueur de ces segments. Et ce qu'on voit, c'est que la majorité des protéines, donc ici je parle à nouveau, il manque un E, désolé, une seule hélice transmembranaire, on voit que la majorité a 21 acides aminés, et ça c'est parce que justement dans la membrane plasmique il y a du cholestérol, donc la membrane est un petit peu plus épaisse que les 3 nanomètres dont je parlais tout à l'heure, et donc on n'a pas 20 mais on a 21. Mais on peut voir qu'il y a des protéines ici qui ont 30 acides aminés, et on peut imaginer que ça va peut-être être soit une protéine qui est dans un bout de membrane qui a beaucoup de cholestérol, ou bien que c'est une hélice qui est extrêmement inclinée par rapport au plan de la membrane. Donc, pour essayer de faire ça de façon plus quantitative, des chercheurs ont imaginé attribuer à chaque acide aminé un indice d'hydropathie, ou un Hydrophobicity Index, et qui correspond à l'énergie nécessaire pour transférer un acide aminé d'un milieu, alors là je suis désolée, je les ai inversés, d'un milieu aqueux à un milieu hydrophobe, ou bien d'un milieu aqueux à une bicouche lipidique. Donc c'est ce qui est fait ici. Donc ici, pour passer de l'eau à une bicouche, ou bien de passer de l'eau à un milieu hydrophobe. Et donc là, on voit qu'en fait, ces deux échelles, les valeurs ne sont pas exactement les mêmes, mais les acides aminés qu'on retrouve sont exactement les mêmes. C'est-à-dire qu'ici, on va avoir des acides aminés qui sont hydrophobes, et puis ici, on va avoir les acides aminés qui sont hydrophiles.
Donc maintenant qu'on a des valeurs pour chaque acide aminé, on peut faire une analyse systématique des génomes avec des attributions d'index. Et donc la façon dont ça s'est fait, c'est pour faire ce profil d'hydrophobicité, on prend la séquence en acide aminé, ici par exemple, et puis il faut faire un choix. Il faut faire un choix de la taille d'une fenêtre. Donc typiquement, on utilise 7. Et donc, on va calculer la somme de l'hydrophobicité de ces 7 acides aminés. Donc on fait la somme des indices d'hydropathie de ces 7 acides aminés. Et puis ensuite, donc ça nous donne une valeur. Ensuite, on décale la fenêtre d'un acide aminé, on recalcule la somme, on décale, on recalcule la somme, etc. Et donc, ce qu'on trace, ce sont les sommes pour chacune des fenêtres, et c'est ce qui donne ici ce profil d'hydrophobicité. Donc chaque point correspond au calcul pour cet acide aminé, et puis on décale, on a une autre valeur, etc. Donc on voit que donc quand on est en dessous de 0, la protéine est hydrophile, et quand on est au-dessus de 0, la protéine est hydrophobe. Donc on voit que la première partie de cette protéine ici, elle est hydrophile. On voit que ici on a un pic d'hydrophobicité, donc il y a de fortes chances que ça soit une partie transmembranaire. Et puis ensuite on a à nouveau une partie qui est hydrophile. Et donc ça suggère qu'on va avoir une protéine comme ça qui traverse une fois la membrane et qui a une partie là et une partie là. D'accord ? Ça ne nous dit pas où est le C-terminal. Si par exemple ça c'est l'intérieur de la cellule et l'extérieur de la cellule, ça ne nous dit pas dans quel sens est cette protéine. Je la dessine comme ça, mais ça pourrait être l'inverse. Donc ça c'est quelque chose qu'on va voir dans des prochains cours, comment se détermine le sens de ce type de protéine. Ok, donc c'est l'exemple ici de la glycophorine. On a une seule partie transmembranaire et puis on a une partie d'un côté, une partie de l'autre. Mais bien entendu, on peut avoir des protéines qui vont traverser des membranes de multiples fois. Et donc, on devrait détecter plus qu'un segment hydrophobe dans une protéine comme celle-ci. Et donc, c'est effectivement le cas. Ici, une protéine qui s'appelle la bactériodopsine, dont je reparlerai tout à l'heure, qui est une protéine qui se trouve dans des bactéries, qui est impliquée dans la photosynthèse, et qui correspond à une très grande famille de protéines dont on en a énormément nous-mêmes et qui sont impliquées dans la signalisation cellulaire. C'est une grande famille de protéines qui traversent 7 fois la membrane, donc on appelle les 7 spanners, et qui aussi ont une grande importance dans l'industrie pharmaceutique. Donc ici on voit qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors vous voyez que l'hydrophobicité d'une hélice à l'autre peut changer. Je tiens à rappeler que ce sont des analyses de bioinformatique, donc qui sont des analyses de prédiction. Toute prédiction doit être validée expérimentalement, parce qu'effectivement ici on voit qu'il y en a qui sont quand même plus petits, donc on peut avoir des doutes. Est-ce que ça c'en est une? Est-ce que ça c'en est pas? Donc là, on sait que ça traverse 7 fois, et donc je vous le dis comme ça, mais on peut y avoir des ambiguïtés, et donc il faut toujours qu'il y ait une validation expérimentale de ces analyses en bioinformatique. Donc ce type d'analyse a été faite sur des génomes entiers pour essayer de savoir quelle est la quantité de protéines transmembranaires encodées par un génome donné. Donc là, ils ont simplement pris les protéines qui avaient une ou plus parties transmembranaires, et ils ont fait ça dans une bactérie, Escherichia coli, dans une levure céraviciée, ou bien sur le protéome humain. Et dans les 3 cas, ils ont trouvé qu'en fait, à peu près 30% du protéome de ces 3 organismes très différents encode pour des protéines qui sont prédites comme étant transmembranaires. Donc c'est extrêmement fréquent. Donc une cellule dédie le tiers de son protéome à des protéines qui sont dans ces membranes. Tout à l'heure, je vous avais fait un schéma, je vous avais montré un schéma où on a une protéine qui est transmembranaire. Donc on a regardé cette partie ici. Je vous ai mentionné que les parties qui avaient d'un côté ou de l'autre pouvaient avoir des structures qui sont similaires aux protéines solubles. Et donc, on peut avoir effectivement des protéines qui sont extrêmement complexes d'un côté ou de l'autre. Donc ici,
La protéine que je vous montre, c'est pas une seule chaîne polypeptidique, c'est en fait un complexe de chaînes polypeptidiques. Mais vous pouvez quand même voir que la partie extérieure ici est très grande, très petite partie intérieure, ça pourrait être l'inverse. Et on voit qu'il peut y avoir une très grande complexité. Ce qui illustre aussi ce schéma, c'est que on a vu que les membranes lipidiques, du point de vue lipide, étaient asymétriques. Clairement, du point de vue protéines, les membranes sont aussi extrêmement asymétriques parce qu'on peut avoir un domaine qui est d'un côté qui est généralement pas de l'autre. Donc les protéines elles-mêmes sont totalement asymétriques. Alors un dernier élément que j'aimerais mentionner, c'est que toute règle a ses exceptions. Donc on peut très bien avoir une situation où on va avoir une hélice transmembranaire, et puis cette hélice, elle va avoir une charge positive, et puis on dira, ah, mais ça c'est pas possible d'avoir ça dans une membrane. Mais rien vous dit qu'il n'y a pas à côté une autre hélice qui appartient éventuellement même à une autre protéine, où va y avoir une charge opposée, un acide aspartique, et qu'on peut avoir la formation d'un pont ionique. Donc la présence d'une charge au milieu d'une partie transmembranaire n'est pas forcément une condition rédhibitoire de dire « Ah non, ça c'est impossible, c'est pas une protéine transmembranaire ». Ça peut arriver, et le fait que ça arrive indique certainement qu'il y a une interaction avec une autre protéine ou une autre partie de la même protéine. Donc il y a toujours des exceptions, c'est pas une règle absolue, tous les acides aminés doivent être hydrophobes. Je vous ai dit qu'il y avait des protéines qui traversaient la membrane sous la forme d'hélice alpha, et que des hélices alpha. Je vous ai dit qu'il n'y avait pas de mix hélice alpha feuillet bêta, et donc maintenant on va regarder comment une protéine peut traverser la membrane sous la forme de brin bêta. Donc ce qu'on appelle le brin bêta, c'est une seule de ces petites choses, et ce qu'on appelle un feuillet bêta, c'est quand deux ou plus de ces brins bêta s'associent entre eux et forment une structure un peu en feuille. Donc, l'association de ces feuillets qu'on schématise toujours sous la forme de ces sortes de flèches plates peut être soit parallèle, comme on voit ici, soit antiparallèle. Donc, ici, ces deux parties doivent forcément venir de morceaux distants de la protéine, puisque la direction est la même. Donc on ne peut pas avoir une boucle ici entre les deux. Alors que pour deux brins bêta antiparallèles, on peut très bien avoir la protéine qui s'enchaîne comme ça au niveau acide aminé, et donc deux bouts qui ne sont pas très distants dans la séquence primaire forment un feuillet bêta entre eux. Et donc dans les deux cas, mais avec des structures relativement différentes, on va avoir à nouveau la formation de liaisons hydrogènes entre des chaînes alpha de ces deux brins bêta qui sont à proximité l'un de l'autre. Alors à nouveau ici, il n'y a aucune implication des chaînes latérales, et on va revenir dessus. Donc là, on peut regarder à nouveau ce brin bêta, ce feuillet bêta de façon différente. Mais d'abord, j'aimerais mentionner que tout à l'heure, on a vu que pour une hélice alpha, toutes les liaisons hydrogènes sont satisfaites au sein de l'hélice qui, en termes de liaison hydrogène, de la chaîne alpha devient autonome. Dans le feuillet bêta, ce n'est pas la même chose, parce que ce qu'on a vu, c'est qu'on a ces formations de liaison hydrogène ici entre deux feuillets voisins, mais le problème, c'est ici au bout. C'est que si on mettait un feuillet bêta comme ça dans une membrane, on aurait un souci parce qu'on aurait ces parties-là qui seraient en contact avec les chaînes acyles des lipides, et il n'y aurait pas la possibilité de faire des liaisons hydrogènes ici ou ici. Donc ce n'est pas possible d'avoir un feuillet ouvert dans une membrane. Il faut que ce feuillet, puisqu'on ne peut pas mettre des lys ou autre chose, la nature nous montre qu'il n'y en a pas, il faut que ce feuillet se ferme sur lui-même de façon à ce que les liaisons hydrogènes non satisfaites ici et non satisfaites ici se satisfassent mutuellement. Et donc c'est ce qui arrive, on a la formation de tonneaux bêta, donc beta barrel en anglais, si jamais ça apparaît dans des exercices, et où donc effectivement ces feuillets bêta se referment sur eux-mêmes pour former un tonneau.
Ici, vous constaterez aussi que ces feuillets bêta ne sont jamais perpendiculaires au plan de la membrane. Ils sont toujours inclinés par rapport au plan de la membrane et l'inclinaison peut varier d'un bêta-barrel ou d'un tonneau bêta à un autre. Alors ici, là, donc une représentation vue de côté de deux feuillets, deux brins bêta qui s'assemblent de façon antiparallèle. Et ce qu'on voit, c'est que les chaînes latérales des acides aminés vont pointer de façon alternée d'un côté ou l'autre de ce feuillet. Donc ici, on a l'acide aminé 1, et puis le 2, il est là, le 3, il est là, le 4, il est là, etc. Donc si on a un tonneau bêta, et on va avoir l'acide aminé 1, par exemple, qui pointe vers l'extérieur, l'acide aminé 2 va pointer vers l'intérieur. Et donc, si on imagine que ça, c'est dans une membrane lipidique, il faut que, une fois sur deux, l'acide aminé va être en interaction avec les chaînes latérales des lipides. Donc, une fois sur deux, il faut que l'acide aminé soit hydrophobe parce qu'il va être en contact avec la membrane. Et donc, c'est ce qu'on voit à nouveau ici. Tous les acides aminés qui sont ici, qui sont 1 sur 2, vont devoir être hydrophobes. Donc ça, c'est plus difficile à détecter au niveau bioinformatique. Les gens ont mis beaucoup plus longtemps à comprendre qu'ils pouvaient quand même écrire des algorithmes qui allaient chercher un acide aminé sur 2 qui soit hydrophobe pour commencer à détecter dans les génomes les protéines qui traversent les membranes sous la forme de tonneaux bêta. Donc ici, la plus grande famille des protéines en tonneaux bêta, ce sont ce qu'on appelle les porines, qui sont présentes uniquement dans les bactéries à gram négatif. Et les bactéries à gram négatif sont des bactéries qui ont deux membranes. Elles ont la membrane plasmique, qui est la première, qui est en contact avec le cytoplasme. Et puis, elles ont une deuxième membrane lipidique qu'on appelle la membrane externe. Et dans cette membrane externe, il y a toute une série de porines qui vont déterminer la perméabilité de cette membrane externe. Et ces porines ont ces structures en feuillet bêta. Ici, vous voyez la plus petite de ce type de structure qu'on appelle OMP-A, où il y a uniquement 8 brins bêta qui forment le tonneau bêta. Mais on voit qu'on peut avoir de plus en plus gros tonneaux, donc des tonneaux de diamètre de plus en plus grands, et que plus le diamètre devient grand, plus on peut commencer à mettre des choses en fait à l'intérieur. Donc il peut y avoir des structures différentes à l'intérieur qui vont être importantes pour transporter, des molécules d'un autre côté de la membrane de ces bactéries. Donc vous allez voir avec Étienne Mélan, vers le mois de mai, que les mitochondries que nous avons sont des bactéries ancestrales qui sont rentrées dans des cellules il y a très longtemps et qui eucaryotes pour devenir symbiotiques. Et donc il se trouve que dans les mitochondries, qui ont, comme les bactéries à gram négatif, deux membranes, il y a des protéines en tonneau bêta qui sont dans la membrane externe de ces bactéries. Mais à part ça, chez les animaux, par exemple, ou chez la plupart des eucaryotes, il n'y a quasiment jamais de protéines qui traversent la membrane sous la forme de tonneau bêta. J'aimerais quand même mentionner deux cas où ceci arrive, mais qui dérivent d'une stratégie qui est bactérienne. Donc je m'explique. En fait, parmi les bactéries, il y a énormément de bactéries qui sont très bien, on en a plein dans notre corps dont on a besoin. Bien sûr, il y a aussi des bactéries qui sont pathogènes, qui se défendent vis-à-vis d'autres cellules pour une raison ou une autre qui leur est propre. Et donc en particulier, quand nous, on a des bactéries qui sont pathogènes dans notre corps, ces bactéries vont fabriquer toute une panoplie d'armes qui sont des protéines qui vont manipuler nos cellules de façon à ce que la bactérie puisse se propager comme elle veut. Parmi ces armes, la plupart des bactéries pathogènes produisent ce qu'on appelle des toxines formatrices de canaux. C'est-à-dire que c'est des protéines que les bactéries produisent pour qu'elles aillent ensuite faire des trous dans la membrane plasmique de la cellule qu'elles veulent attaquer.
Et puis, la semaine dernière, on a beaucoup parlé de la perméabilité de la membrane. Une cellule, pour vivre correctement, doit vraiment contrôler ce qui passe par sa membrane plasmique. Et donc, s'il y a une perforeuse extérieure qui commence à faire des trous, c'est totalement catastrophique pour une cellule. Et donc, les bactéries ont vraiment développé des stratégies pour aller faire des trous dans les cellules de leur hôte, comme on les appelle, par la formation de ces toxines formatrices de canaux. Donc ici, je vous donne l'exemple d'une toxine qu'on a étudiée dans mon propre laboratoire pendant de nombreuses années et où enfin on a trouvé la structure de ces protéines. Donc la bactérie, au début, elle va fabriquer une protéine qui est soluble et cette protéine va après devenir une protéine transmembranaire. Donc ces toxines sont vraiment le cas unique où il y a une métamorphose entre une protéine soluble et une protéine membranaire. Donc ici, on voit un monomère. La première chose que fait ce monomère, c'est de changer de structure quaternaire pour former un heptamère. Et de là à là, la structure, elle ne change pas trop de la protéine. Et ensuite, elle va modifier sa structure, et je vais vous montrer un petit film dans une seconde, pour perforer la membrane et changer totalement de structure. Parce qu'ici, on voit le monomère, et si on enlève un monomère de cet heptamère, il ressemble à ça. Donc, il y a un changement de conformation. La protéine, elle change sa structure pour aller de ça à ça ici. Donc, je vais vous montrer un petit film pour illustrer comment ça se passe. Donc ici, vous avez un seul monomère qui est coloré, et puis les différentes couleurs correspondent à différents domaines de cette protéine. Donc c'est une seule chaîne polypeptidique, mais on l'a divisée en différents domaines qui semblent être des petites unités séparées. Donc ce que vous allez voir, c'est l'heptamère s'est déjà formé, mais on va voir comment l'heptamère va changer de forme pour pouvoir former ce tonneau-bêta qu'elle va projeter dans la cellule pour faire un trou. Donc ici, vous voyez, on fait tourner un petit peu pour que vous voyez la structure tridimensionnelle. Là, il y a des changements de conformation et tout d'un coup, ça semble un tonneau bêta d'une vraiment parfaite structure et qui va pouvoir s'insérer comme ça dans la membrane de la cellule hôte. Ok, donc ça c'est le cas où les bactéries veulent attaquer un organisme dans lequel elles commencent à se multiplier. Et en fait, sûrement de façon ancestrale, il existe deux cas chez nous où on fait la même chose. Et dans les deux cas, c'est quand notre système immunitaire veut tuer une autre cellule. Donc le premier cas, c'est ce qu'on appelle la cascade du complément. Donc en particulier, quand on a des bactéries dans notre corps qui sont détectées par notre système immunitaire. Alors là, je ne parle pas du tout de la réponse par les anticorps, etc. C'est bien plus tôt que ça. C'est ce qu'on appelle l'immunité innée. Et vous allez voir ça plus tard, soit avec Bruno Lemaître, soit avec Mélanie Blokesch. Notre corps va déclencher une forme d'attaque qui va culminer dans la formation à nouveau d'un trou dans la membrane de la bactérie pour tuer cette bactérie. Et pour pas que ça se fasse à n'importe quel moment, c'est vraiment très contrôlé. C'est pour ça qu'on appelle ça la cascade du complément. Mais le point final, c'est la formation de ce trou multimérique. Donc la raison pour laquelle il y a tout ça, c'est que c'est très bien contrôlé pour que ça n'arrive pas à n'importe quel moment. Et une fois que ce trou s'est formé, comme on a vu que l'intérieur d'une cellule et l'extérieur d'une cellule n'ont pas la même composition ionique, va y avoir de l'eau qui va rentrer et la cellule va gonfler et la cellule va finalement exploser s'il y a trop de trous. Donc ça, c'est la cascade du complément qui utilise une structure en tonneau bêta pour perforer les membranes des bactéries, pour tuer les bactéries qui ne sont pas au bon endroit dans notre corps. Le deuxième exemple est à nouveau dans le système immunitaire. Donc on a dans notre système immunitaire des cellules qui s'appellent les cellules NK et qui ont pour rôle d'essayer de détecter si dans notre corps on a des cellules qui sont affectées par des virus ou des cellules qui pourraient être des cellules cancéreuses et qu'il faut donc tuer. Et donc une fois qu'elles ont reconnu une cellule tumorale ou bien une cellule qui est infectée par un virus, elles vont aussi produire une protéine qui cette fois-ci s'appelle la perforine et qui va faire la même chose. Elle va envoyer un tonneau bêta dans la membrane, dans une des membranes de la cellule tumorale, ce qui va à la fin entraîner la mort de cette cellule tumorale.
Ok, donc là on a vu le cas de ce qu'on appelle une protéine qui est transmembranaire, c'est-à-dire que c'est une protéine qui va vraiment passer d'un côté de la membrane à l'autre côté de la membrane. Il existe toute une série de protéines qui vont quand même s'associer à des membranes, mais de façon différente. Et donc ici il y a trois exemples. Le premier est assez trivial, c'est-à-dire qu'on a une protéine qui est transmembranaire et une autre protéine peut interagir avec cette protéine, soit d'un côté, soit de l'autre côté de la membrane. Donc là, on a une association protéine dépendante d'une deuxième protéine avec la membrane. Donc cette protéine, ces deux protéines vertes, là, elles n'ont aucune interaction elles-mêmes avec la membrane, mais elles interagissent par intermédiaire avec la membrane. Mais il y a d'autres manières d'interagir vraiment directement avec la membrane pour une protéine. C'est ce cas ici, ce qu'on appelle une hélice amphipathique. Alors, je vous ai remis ici le helical wheel que je vous ai montré tout à l'heure, où on a une hélice qui a vraiment un côté entier qui est hydrophobe, et ce côté hydrophobe ne va pas être content en solution. Alors, il peut être soit caché au sein d'une structure tridimensionnelle d'une protéine soluble, ou bien il peut être exposé et puis mettre sa partie hydrophobe, comme ça, dans la membrane. Et donc, des protéines peuvent s'associer aux membranes, comme ça, ici, avec des hélices amphipathiques. Alors, cette notion peut être déclinée sous plusieurs formes. Là, on vient de voir le cas d'une hélice qui est amphipathique, donc toute l'hélice la partie hydrophobe de l'hélice va se coucher dans la membrane. Mais on peut aussi imaginer qu'au lieu d'avoir entièrement une hélice, on peut avoir juste une protéine qui a des boucles, une ou plusieurs boucles qui sont hydrophobes, et puis ces boucles vont, elles, être suffisantes pour associer la protéine à la membrane. Comme les membranes peuvent être chargées, on a vu l'autre jour que la phosphatidylsérine, par exemple, était dans le feuillet interne de la membrane plasmique, on peut aussi avoir des cas où on va avoir des interactions électrostatiques entre une protéine et la membrane. Et le dernier cas, c'est le cas de la modification post-traductionnelle d'une protéine auquel on va attacher de manière covalente un lipide. Et c'est le cas qu'on va voir maintenant. Donc il y a différentes sortes de modifications lipidiques par les protéines. Donc là, j'aimerais juste attirer votre attention que maintenant et pendant tout le reste du semestre, vous allez voir souvent des membranes, mais ces membranes ne sont pas toujours dessinées dans la même orientation, donc il faut faire bien attention où il y a écrit cytosol par rapport à où il pourrait y avoir écrit extracellulaire, ou quand on parle d'un compartiment luménal, qui est donc l'intérieur, la lumière qu'on appelle du compartiment, donc le côté non cytosolique. Donc ici, on parle du côté cytosolique. On peut avoir, par une modification qui est covalente, on peut avoir l'attachement d'un lipide. Et ici, on a l'exemple de trois attachements différents, un myristoïl, un palmitoïl et un farnésyl, qui ont soit simplement des longueurs de chaînes différentes, comme ici, ou bien des chaînes totalement différentes qui ont des branchements et qui vont donc avoir des structures plus étranges, qu'on n'a pas vu jusqu'à maintenant. Et puis cette liaison peut se faire sur différents types d'acides aminés, ici sur des groupes amines, et puis ici on peut avoir deux modifications différentes qui vont se faire tous les deux sur des cystéines. Donc ça ne veut pas dire que toutes les cystéines des protéines dans la cellule vont subir ces modifications dès qu'il y a une cystéine. Ces modifications sont contrôlées, se font spécifiquement que sur certaines protéines, et même sur ces protéines que sur certains acides aminés. Alors, il peut y avoir plusieurs modifications lipidiques sur la même protéine. Ici, il y a un exemple d'une protéine qui s'appelle RAS. Il y a différentes formes de RAS, donc une qui est K-RAS. C'est une molécule dont vous allez entendre parler régulièrement, d'abord avec Étienne Mélan, puis ensuite vous allez entendre parler de cette protéine dans le cas de cancer, parce que c'est ce qu'on appelle une oncoprotéine. Il y a énormément de cancers qui sont dus à des mutations spontanées qui se font dans cette protéine-là. Donc cette protéine, c'est une protéine qui est soluble. Ici, vous avez sa séquence. Donc il n'y a pas de partie transmembranaire. Mais on voit qu'ici, vers le C-terminal, il y a deux cystéines. Et ces deux cystéines vont subir des modifications lipidiques. La première, c'est la prénylation.
Et ça, c'est une modification qui est irréversible, c'est-à-dire que la molécule, peu après avoir été synthétisée, va acquérir un lipide. Et puis ensuite, elle peut acquérir une deuxième modification qui, elle, s'appelle la palmitoylation. Et contrairement à celle-ci, celle-là, elle est réversible. Donc elle va acquérir un lipide ici. Et puis de temps en temps, en fonction du besoin de la cellule, elle va soit acquérir un lipide, soit perdre ce lipide. Et ça, c'est des modifications donc, qui sont dynamiques et qui vont agir un peu comme un interrupteur sur la fonction de la cellule. En l'occurrence, vu que cette modification elle est lipidique, dès qu'il y a ces deux lipides, cette protéine ne sera plus une protéine soluble, mais elle va s'associer à une membrane avec les deux modifications lipidiques qu'elle aura acquises. Ok, donc on a vu maintenant différentes modifications lipidiques. Donc ici, je les résume. On peut traverser la membrane avec une ou plusieurs hélices. On peut traverser la membrane avec un tonneau bêta. Ensuite, il peut y avoir des associations membranaires qui sont soit par le biais d'une protéine membranaire, comme ce cas ici D. On a vu que les protéines pouvaient être modifiées par des lipides. Je vous ai parlé de l'exemple qui est côté cytosolique ici. Mais il peut aussi y avoir des exemples côté, ce qui correspond ici à la partie extracellulaire, qui est ici où il y a vraiment un lipide qui est accroché à une protéine. Et ça, c'est un cas de figure sur lequel on reviendra par la suite, qu'on appelle un encre GPI. Donc on ne va pas en parler plus aujourd'hui, mais on en reparlera dans quelques semaines. Alors comment est-ce qu'on peut différencier expérimentalement ces différents cas de figure? Comment est-ce qu'on a su même qu'il existait autant de cas de figure différents? Donc dès qu'il y a des lipides, pour enlever les lipides, il faut utiliser des détergents. Mais on peut imaginer que, vu que les interactions ici sont assez différentes, en particulier celles-là sont très différentes, on devrait pouvoir différencier ce cas de figure de tous ces cas de figure-là, puisque tous ces cas de figure-là, il y a une interaction réelle de la protéine avec la membrane, alors qu'ici, il y a une interaction indirecte de la protéine avec la membrane. Donc effectivement, on peut différencier ces deux cas de figure, parce qu'ici, on a des interactions protéine-protéine qu'on peut généralement rompre en rajoutant des fortes concentrations de sel. Donc si on prend un broyat cellulaire et qu'on rajoute par exemple 0,5 molaire NaCl, on va rompre cette interaction ici et donc on va pouvoir rendre ces protéines-là solubles alors que les membranes, elles sont... si on fait une centrifugation rapide, on va précipiter ces membranes, mais pas les protéines solubles. Donc on peut laver un extrait cellulaire avec une forte concentration de sel. On fait une centrifugation à haute vitesse pour que les membranes aillent dans le culot. Et à ce moment-là, on peut récupérer cette protéine. Si c'est le cas, on sait que ce n'est pas une protéine transmembranaire. Donc ça, c'est le cas qui est décrit ici. On peut utiliser un tampon qui est riche en sel. Mais par contre, pour récupérer ou pour savoir si une protéine est vraiment membranaire, une fois qu'on a exclu ce cas-là, la seule façon, c'est d'utiliser des détergents. Donc les détergents, ce sont des petites molécules amphipathiques, mais qui sont plus solubles que les lipides. Donc ici, vous avez quelques exemples de détergents. On peut avoir des détergents qui sont plus ou moins violents. Donc ici, vous en avez un qu'on appelle le SDS, dont vous avez sûrement déjà entendu parler parce que c'est celui qu'on utilise dans l'électrophorèse des protéines. On voit qu'il y a une très très longue chaîne hydrophobe et une petite chaîne, une petite tête hydrophile, alors qu'un détergent beaucoup plus doux, qui est celui-là, le Triton X100, on a une partie hydrophile qui est beaucoup plus grande. Donc, ces détergents, ils sont plus ou moins violents parce que certains peuvent même déplier les protéines. C'est ce qu'on appelle la dénaturation des protéines. Donc le SDS, il est utilisé dans l'électrophorèse parce que justement, il est tellement violent qu'il ne va pas seulement enlever les lipides, il va aussi rompre les interactions qu'il y a au sein de la protéine et induire la dénaturation de la protéine. Par contre,
Si vous utilisez le Triton X100, vous allez pouvoir solubiliser la membrane, mais sans déplier les protéines. Comme vous voyez ici, il n'y a pas de double chaîne dans les détergents. Les détergents n'en ont toujours qu'une seule chaîne. Et donc, ils vont avoir une tendance à former des structures différentes que les lipides qu'on a vus la dernière fois. C'est-à-dire, nous, on a vu que les lipides formaient des bicouches ici. Et donc, on a une bicouche qui se forme spontanément dans un milieu. On va avoir la formation d'une double couche qui va se refermer en formant un liposome. Et le liposome, lui, a un milieu aqueux à l'intérieur. Par contre, les détergents, eux, comme ils n'ont pas la même forme, ils n'ont pas cette double chaîne, ne vont pas former de bicouches, mais par contre vont former des micelles. Et la formation de ces micelles ne va se faire que si la concentration en détergent est suffisante et qu'elle est au-dessus de ce qu'on appelle la concentration micellaire critique. Donc tant qu'on est en dessous de cette concentration micellaire critique, on n'a pas de micelle, le détergent est soluble dans le milieu aqueux, et puis au bout d'un moment on va avoir la concentration de monomères qui va rester constante, et on va avoir la concentration des micelles qui va augmenter. Donc le but pour séparer les protéines membranaires de la membrane, c'est de rajouter des micelles de détergent. Donc les molécules de détergent vont être en équilibre entre la micelle et le milieu aqueux. Et puis en quelque sorte d'aller remplacer autour de cette protéine, d'aller remplacer les lipides. Donc ce qu'il faut d'une part, c'est solubiliser les lipides pour s'en débarrasser, et puis solubiliser la protéine membranaire elle-même de façon à pouvoir l'isoler. Donc c'est ce qui est dessiné ici. Ici, on a deux types de protéines membranaires. Il y en a une qui traverse complètement. Maintenant, il semblerait qu'il existe aussi des protéines qui ne touchent pas forcément complètement l'autre côté de la membrane, qui est dessinée là. Et donc, si on ajoute un peu de détergent en dessous de la concentration micellaire critique, le détergent va commencer à se mettre dans la membrane. Ces membranes commencent à devenir perméables, mais elles ne sont pas solubilisées. Et si on augmente la concentration du détergent, on va d'une part solubiliser les lipides eux-mêmes, c'est-à-dire qu'on va avoir des micelles mixtes lipides-détergents, et on va avoir des protéines entourées complètement, leur partie transmembranaire, donc hydrophobe, va être protégée par des molécules de détergent. Et donc, si par exemple on a un anticorps qui reconnaît cette partie-là, on peut isoler cette protéine et la séparer de cette protéine-là. Alors, un élément qui est important, c'est qu'on ne se débarrasse pas forcément de tous les lipides, et heureusement, quelque part, parce que ça nous a beaucoup appris. Parfois, certains lipides sont tellement bien accrochés à ces protéines qu'on va les isoler avec. Et donc, les structures en cristallographie aux rayons X qui ont été obtenues sur certaines protéines membranaires ont montré que certains lipides restaient fortement accrochés à ces protéines. Et en fait, ces lipides sont souvent importants pour la structure de ces protéines et pour la fonction de ces protéines. Donc, même si on voit les protéines transmembranaires comme des nanomachines autonomes, elles ont vraiment besoin des lipides certains des lipides qui les entourent pour être totalement fonctionnelles. Alors vous allez me dire à quoi ça sert de vouloir isoler ou purifier une protéine membranaire. Alors il y a différents buts. Un premier but, c'est de pouvoir la cristalliser pour connaître sa structure tridimensionnelle. On verra que de nos jours, on peut éviter de cristalliser des protéines pour connaître leur structure. Mais donc l'idée c'est ça, c'est d'étudier leur structure. Et puis l'autre, c'est en fait d'isoler une protéine qui est celle qui nous intéresse, de la séparer de toutes les autres qu'il y avait dans la membrane d'où venait cette protéine, et puis de la remettre dans un environnement lipidique à nouveau, mais artificiel, qu'on peut complètement contrôler, de façon à pouvoir étudier vraiment quelle est sa fonction. Par exemple, si c'est un canal potassium, de vraiment étudier les propriétés de ce canal, les propriétés électriques, de savoir si ça fait passer que le potassium ou aussi le sodium, etc. Donc on peut vraiment arriver à un niveau d'étude sophistiquée d'une seule protéine hors du contexte des autres. Donc par exemple, si vous avez ici cette pompe dans une membrane,
il y a bien entendu d'autres protéines qui sont dans cette même membrane. Donc ça, c'est vraiment la membrane qui est dans une cellule. Et puis on rajoute les détergents, ce qui fait que toutes ces protéines vont être isolées les unes des autres. Et puis, par différentes méthodes, on peut s'assurer qu'on va récupérer que la protéine qui nous intéresse. Alors, si on veut étudier la structure de la protéine, on va s'arrêter à ce stade-là et on va aller vers la cristallisation, ou comme on va le voir dans une minute, vers la microscopie électronique. Donc, EM, Electron Microscopy. Ou bien on veut étudier la fonction de cette protéine, et donc on va faire finalement l'inverse que dans ce qu'on a fait ici. Donc ici on fait une solubilisation, et là on fait une reconstitution, où on remet des lipides, et ensuite on enlève les détergents, de façon à ce que la bicouche lipidique se reforme, et qu'on ait la protéine qui soit insérée dans la membrane, en espérant qu'elle s'insère dans le bon sens, parce qu'on peut bien entendu avoir des protéines qui vont s'insérer dans le mauvais sens. Donc on peut faire une solubilisation pour prendre que la protéine qui nous intéresse. Ensuite, on fait une reconstitution pour mettre cette protéine dans un nouvel environnement. Et puis on peut contrôler la composition lipidique, on peut contrôler la composition ionique, intérieure, extérieure, etc. Donc ça devient un système totalement contrôlable qu'on peut étudier. Alors il y a une nouvelle technique qui a été établie il y a quelques années pour cette reconstitution. Donc au lieu de faire des liposomes comme ça, certains chercheurs ont imaginé de faire ce qu'ils appellent des nanodisques, qui sont des espèces d'îles flottantes de membrane. Donc comme on a vu la dernière fois, si on a un bout de membrane comme ça, ce bout de membrane ne peut pas être dans l'eau parce qu'il a la partie hydrophobe ici qui est exposée sur le côté. Alors, ils ont imaginé une façon de protéger cette surface hydrophobe en faisant des protéines artificielles amphipathiques, donc dont un côté hydrophobe, l'autre est hydrophile, ce qui a mené à la formation de ces îles flottantes entourées d'une ceinture de protéines amphipathiques qui les protège du milieu aqueux. Et donc, l'idée, c'est de mettre dans cette île flottante la protéine transmembranaire d'intérêt qu'on veut étudier. Alors, une façon d'étudier la structure des protéines membranaires, c'est d'induire la cristallisation des protéines membranaires et ensuite de les étudier soit par microscopie électronique, soit par cristallographie aux rayons X. Alors, la première protéine dont la structure a été déterminée pour une protéine membranaire, c'est la protéine dont je vous parlais tout à l'heure, qui s'appelle la bactériodopsine, et qui traverse 7 fois la membrane. Et il se trouve que cette protéine, elle forme déjà des cristaux dans la bactérie d'origine. Et ici, vous pouvez voir une image en microscopie électronique, et vous voyez qu'il y a un réseau cristallin avec ces petites bosses bien alignées, et qui sont en fait des patchs de bactériodopsine déjà cristallisés dans la bactérie elle-même. Et c'est pour ça que c'est une des premières protéines dont on a pu déterminer par microscopie électronique. Ici, vous avez une image de microscopie électronique. On voit qu'il y a une régularité des molécules entre elles, mais on voit aussi ici qu'il y a des petits points. Donc, si vous faites par analyse d'image la moyenne de chacune des molécules, comme ça, les unes, avec toutes ces molécules-là sur des milliers de molécules, à la fin, ce qui ressort, c'est qu'en fait, chaque bactériodopsine s'associe dans un trimère. Donc, il y a 3 molécules de bactériodopsine vues de haut, et que chaque molécule de bactériodopsine est formée de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hélices transmembranaires. Donc ça, bien entendu, c'est des images qui sont de basse résolution. Maintenant, depuis, il y a eu des cristaux analysés par rayons X, il y a eu des structures de haute définition de ces protéines, de cette famille de protéines. Mais maintenant, depuis un certain nombre d'années, et c'est grâce au travail de Jacques Dubochet, donc, qui était prof ici à l'UNIL, qui a eu le prix Nobel en 2018 ou 2017, je ne sais plus, pour la cryomicroscopie électronique. Donc il y a eu une révolution dans ce domaine qui est liée à 2 éléments. L'un, c'est le fait de mettre des molécules dans la glace de façon à ce qu'elles ne bougent plus du tout et qu'on puisse vraiment étudier leur structure, couplé à des caméras extrêmement performantes pour prendre les images de microscopie électronique.
Et grâce à ça, il n'est plus nécessaire de cristalliser des protéines pour étudier leur structure. On peut en fait faire des images de centaines, de milliers de molécules individuelles et ensuite de moyenner les images qu'on a obtenues pour toutes ces molécules en s'assurant que les molécules sont toutes posées dans la même direction. Donc si vous avez un cube, du moins pas un cube, un parallélépipède rectangle, il faut qu'il soit toujours posé dans la même direction, et c'est que les images qui ont été prises dans la même direction qu'on peut moyenner ensemble. Et grâce à ça, les chercheurs peuvent maintenant étudier des protéines transmembranaires ou d'autres protéines quand elles sont suffisamment grandes en regardant des molécules uniques et en moyennant les images. Donc c'est ce que vous voyez ici, différentes protéines transmembranaires. Alors on voit que c'est un peu patatoïde, donc ça c'est des images qui sont pas si mal que ça, 4,5 angstroms, mais maintenant on peut descendre plus bas. Là vous voyez que c'est 3,5 angstroms, on commence à voir beaucoup mieux. Mais ça c'est vraiment une révolution qui a énormément accéléré l'étude des protéines transmembranaires, qui est beaucoup plus difficile que l'étude des protéines solubles. Donc ici on voit que ces dernières années, la résolution obtenue par la cryomicroscopie a énormément augmenté. Ici on a 3,6, ici on a 1,8. Alors 1,8 c'est suffisant pour voir la position des chaînes latérales. On peut vraiment tout voir ce qu'on veut. C'est le niveau qu'on obtient avec une bonne résolution en cristallisation rayon X. Donc bon, on est content d'avoir ce prix Nobel à côté de chez nous, qui en plus est un type vraiment très très sympa. Maintenant, on a vu la structure qu'avaient ces différentes protéines transmembranaires. Dans le cours précédent, on a parlé pas mal de mobilité des lipides. Ces protéines sont dans ce cristal liquide de lipides, et donc les protéines vont aussi avoir une mobilité. Alors la mobilité des molécules est toujours dépendante de la taille de ces molécules. Comme les protéines sont beaucoup plus grosses que les lipides, la mobilité des protéines est toujours très inférieure à celle des lipides. Mais n'empêche que les protéines sont aussi extrêmement mobiles dans les membranes. Et ça, c'était vraiment pas évident quand les gens ont commencé à étudier ce genre de choses. Et la première évidence que les protéines étaient en fait membranaires a été faite par la manip qui est décrite ici. Ces chercheurs avaient pris des cellules de souris d'un côté et des cellules humaines de l'autre, et avaient pris des anticorps contre une protéine de surface dans l'une et des protéines de surface dans l'autre. Et ensuite, ils ont induit la fusion. On peut induire la fusion entre deux cellules. Et donc, si les protéines se déplaçaient dans les membranes après avoir mis des anticorps verts ou rouges, on devrait voir du jaune partout. Et si les protéines ne sont pas mobiles dans les membranes, on devrait avoir rouge d'un côté et vert de l'autre. Et donc ce qu'ils ont vu, c'est qu'effectivement, juste après la fusion, on a du rouge et du vert, mais si on attend un certain temps et qu'on regarde le vert, on en voit partout. Si on regarde le rouge, il y en a partout. Donc forcément, les protéines auxquelles étaient attachés ces anticorps se sont déplacées dans le plan de la membrane par diffusion. Donc ça, c'était vraiment la première évidence que les protéines étaient mobiles dans les membranes. Et comme toujours en recherche, suite à une découverte comme ça, on pense que ça, c'est le dogme. Toutes les protéines sont tout le temps extrêmement mobiles. Donc il a fallu très longtemps à nouveau pour que les gens se posent la question qu'en fait peut-être c'était pas tout le temps mobile et qu'on pouvait avoir aussi des protéines qui sont immobiles et que l'immobilité avait aussi son rôle à jouer. Donc là, je vous rappelle juste la technique que vous avez déjà vue, comme vous m'avez dit, avec David Suter, dont on en a parlé un petit peu la dernière fois, qui est le Fluorescence Recovery After Photobleaching. Donc l'idée, c'est d'avoir une molécule fluorescente, par exemple la membrane plasmique, d'éteindre la fluorescence dans un endroit, dans un carré bien précis, par exemple. Ça peut être autre chose qu'un carré, mais... Et puis ensuite, de voir si la fluorescence va revenir dans ce carré. Et ce qu'on mesure, c'est le retour de la fluorescence, donc le recovery, dans le carré en question. Alors on peut vraiment varier cette technologie à n'en plus finir. Et juste un exemple d'une autre façon de faire, c'est alors,
l'ambiguïté du carré qu'on blanchit et de suivre ce qu'il y a dans ce carré, c'est qu'en fait, il y a une assumption, on part du principe que pour qu'une protéine puisse revenir là-dedans, une autre a dû partir. Donc ça, c'est un peu ambigu parce finalement, c'est des conclusions indirectes. Donc une autre façon de faire, c'est de éteindre la fluorescence dans un carré, et de ne pas faire ça une fois, mais de faire ça à répétition, et par contre, de mesurer la fluorescence ailleurs. Donc, si vous faites ça et que les molécules sont très 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 mobiles, vous allez avoir ici tout le temps des nouvelles molécules qui vont rentrer ici et qui vont se faire éteindre la fluorescence puisqu'on envoie le faisceau laser de façon répétée. Et donc plus les molécules sont mobiles, moins il faudra de temps pour que toutes les molécules de la surface passent à un moment donné à travers ce carré. Et la mesure, elle se fait ici. Donc on va avoir une décroissance de la fluorescence au fur et à mesure que toutes les molécules de la surface passent dans ce carré et se font éteindre. Donc ça, c'est une façon peut-être plus directe de regarder la mobilité des protéines, puisqu'on regarde, on suit celles qui sont dans le carré qu'on mesure. Alors donc, effectivement, il y a mobilité, mais cette mobilité peut être modifiée et elle peut se faire modifier par différentes façons, soit par l'extérieur de la cellule, soit par l'intérieur de la cellule. Donc une des manières de contrôler la mobilité d'une protéine dans une membrane, c'est de mettre en gros des barrières dans cette membrane qui vont empêcher les protéines de bouger comme elles le voudraient. Donc ici on voit l'exemple de cellules épithéliales intestinales. Donc, comme vous le savez peut-être, les molécules donc la surface exposée entre notre intestin et l'intérieur de l'intestin est immense, et cette augmentation de surface est due au fait que la membrane plasmique des cellules intestinales est repliée énormément de fois sur elle-même sous la forme de ce qu'on appelle les microvillosités, ce qui fait que la surface interne de l'intestin d'un humain adulte, c'est à peu près la surface d'un terrain de tennis. Et ces cellules, elles sont très hautes et elles séparent donc l'extérieur, qui est l'intérieur de l'intestin, de l'intérieur de notre corps. Et donc, il faut que cette barrière, elle soit vraiment imperméable, pas seulement au niveau de la membrane, mais aussi entre les cellules. Parce que si on fait des membranes très imperméables, mais que tout peut passer entre les deux, le problème ne sera pas résolu. Donc, pour que cette barrière de cellules soit très imperméable, il faut aussi que les jonctions entre les cellules s'assurent que les ions, etc., ne passent pas d'un côté à l'autre de la membrane. Aussi, on a plein de bactéries, il ne faut pas que ces bactéries passent de l'autre côté de la couche membranaire ici. Et donc, cette barrière-là, c'est ce qu'on appelle les tight junctions, qu'on voit ici, et qui sont un réseau de protéines compliquées qui sont dans la membrane, où les protéines s'accrochent à la cellule d'à côté et qui vont empêcher les molécules de passer ici à travers, mais en même temps, elles vont aussi empêcher les protéines membranaires qui sont d'un côté à diffuser de l'autre côté. D'accord ? Donc on a vraiment une barrière physique dans la membrane qui va empêcher les protéines de passer, de diffuser complètement dans cet espace qui est un espace bidimensionnel continu. Donc ici, vous avez la partie plus schématisée. Donc ici, sur une cellule intestinale, les protéines qui sont d'un côté, qu'on appelle la face apicale, ne sont pas les mêmes que les protéines qui sont de l'autre côté, qui sont la face basolatérale. Et il y a des bonnes raisons pour ça, parce que si on est en contact avec l'intestin, les nutriments sont de ce côté. On veut, par exemple, que certains nutriments rentrent. On n'a pas forcément besoin d'avoir la protéine verte qui est aussi de l'autre côté de la membrane. Donc, il y a des rôles dont on a besoin d'un côté, on n'en a pas besoin de l'autre, et donc les protéines qui remplissent ces rôles ne sont que d'un côté et pas de l'autre. Alors, de la même façon, on a des barrières dans d'autres cellules, et en particulier dans le spermatozoïde.
Donc, quand on regarde un spermatozoïde et qu'on regarde une protéine qui se trouve dans la tête du spermatozoïde, ici marquée en rouge, on voit que cette protéine, elle est vraiment confinée à la tête du spermatozoïde et on ne la voit pas dans la queue du spermatozoïde. De la même manière, on peut avoir des protéines qui sont dans la queue du spermatozoïde, qui ne sont pas dans la tête du spermatozoïde. Et là, je parle de protéines qui sont des protéines transmembranaires, qui en principe... Donc, la membrane plasmique de cette cellule, elle est continue dans tout ça, et pourtant, les protéines ne diffusent pas. Alors, contrairement à l'exemple précédent, où on sait qu'ici, il y a des tight junctions, ici, on ne comprend vraiment pas quelles sont les barrières qu'il y a ici entre ces différents compartiments au sein de la membrane plasmique. Donc, on commence à avoir des idées. Il y a une barrière, mais ce n'est pas une espèce de forêt de protéines qui va protéger, qui va être plantée dans la membrane et qui va empêcher les protéines de traverser comme ça. Et puis en plus, il y a l'inconvénient, c'est qu'il n'y a pas de voisin pour vraiment construire la barrière. Donc ça, c'est encore un domaine de recherche actif parce que cette barrière qui empêche la diffusion est mal connue. Et la même chose a lieu dans les neurones, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des protéines qui vont être importantes dans l'axone et d'autres protéines qui vont être importantes dans les dendrites. Et ces protéines, pour une raison encore mystérieuse, ne diffusent pas par cette zone. Donc il y a quelque chose dans cette zone qui empêche ces protéines de diffuser. Donc ici, vous avez un exemple où il y a une protéine qui est présente ici dans l'axone et qui diffuse pas ou très peu à travers le corps de cette cellule et dans les dendrites. Alors, les mécanismes qu'on peut imaginer qui soient à l'extérieur, c'est ce qu'on a vu dans le cas des tight junctions, c'est qu'on a des protéines qui sont bloquées dans la membrane et qui polymérisent entre elles. On peut aussi imaginer qu'il y a des polymères à l'intérieur de la cellule, et on va revenir là-dessus, sur lesquels vont s'accrocher ces protéines membranaires, et ça va les immobiliser. Ici, on a le cas qu'on a vu des jonctions serrées qui interagissent entre elles, entre deux cellules voisines. Et puis ce cas-là, on peut aussi l'imaginer à l'extérieur, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir quelque chose, un élément polymérique à l'intérieur sur lequel les protéines s'accrochent, on aurait un élément extérieur sur lequel les protéines s'accrochent. Et donc, si on combine les deux choses, on a aussi bien les lipides qui peuvent former des domaines que les protéines qui peuvent former des domaines, ce qui entraîne une membrane biologique, qu'elle soit la membrane plasmique ou les membranes à l'intérieur des compartiments, qu'on peut vraiment compartimentaliser à souhait dans l'espace bidimensionnel de la bicouche elle-même. Alors, on va regarder un petit peu plus en détail ce cas-là, ici, où on a un accrochage à l'intérieur de la cellule qui se fait. Et cet accrochage se fait sur le cytosquelette de la cellule, et en particulier sur le cytosquelette d'actine, qui est présent, pas uniquement, mais qui est présent vraiment juste en dessous de la membrane plasmique en particulier. Donc si on regarde les globules rouges, on en a parlé plusieurs fois, les globules rouges sont des cellules qui n'ont pas d'organelles intracellulaires, donc il n'y a qu'une membrane plasmique. Alors, si on applique le raisonnement des liposomes, vous prenez des lipides, vous les mettez en solution, des lipides qui vont faire une bicouche, vous allez avoir un liposome. Et si vous le regardez par microscopie électronique, ce liposome, il va être tout rond, totalement sphérique. Alors que si on regarde les globules rouges, et je pense que vous avez déjà vu des photos de globules rouges, les globules rouges, ils sont absolument pas sphériques. Et donc, cette forme des globules rouges est en fait assurée par l'interaction entre des protéines de la membrane plasmique et des protéines du cytosquelette à l'intérieur. Et si on regarde la membrane plasmique d'un globule rouge de l'intérieur, donc ici on aurait l'extérieur ici, et là on regarderait la face cytosolique de la membrane, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un quadrillage de cytosquelette et les protéines membranaires sont en partie accrochées à ce quadrillage. Donc on a un peu comme du béton armé où on a de la ferraille et un accrochage de la membrane sur cette ferraille interne qui se fait.
dans ce cas particulier où on a des protéines qui sont littéralement accrochées au cytosquelette, si vous faites du frappe sur une protéine comme ça, vous allez voir que cette protéine, elle bouge pas du tout. Mais en fait, ce qui a été trouvé, c'est qu'il y a toute une série de protéines transmembranaires qui bougent, mais qui bougent de façon étrange. Alors, l'autre jour, je vous ai mentionné que si vous avez une molécule, quelle qu'elle soit, par exemple cette protéine membranaire, et que vous mettez un fluorophore sur la tête de cette protéine membranaire, et que vous avez une caméra qui va suivre cette protéine pendant un moment, eh ben, on peut faire des films, et donc on va pouvoir suivre la trajectoire de cette protéine en fonction du temps. Et si une protéine bouge, par exemple, le long d'un élément de cytosquelette, on peut imaginer qu'elle bouge comme ça. Mais on va avoir d'autres protéines qui vont bouger de façon totalement aléatoire. Et on peut suivre et analyser ça. Donc, quand les gens ont fait ça, ils se sont rendus compte que là, cet exemple-là, c'est le récepteur de la transférine. C'est une protéine transmembranaire qui traverse une fois la membrane qui est à la surface de la cellule. Ils ont suivi la trajectoire de cette protéine. Et puis après, ils ont essayé avec des méthodes d'analyse informatique de voir à quel moment la protéine avait un mouvement aléatoire et à quel moment la protéine avait un mouvement non aléatoire. Et donc, ils ont pu séparer cette trajectoire en différents domaines. Et ce qu'ils ont vu, c'est que la protéine se bouge de façon aléatoire pendant un petit moment, et hop, elle fait un saut. Elle bouge de façon aléatoire, hop, elle fait un saut, etc., etc. Et ensuite, ils ont pu faire la connexion entre les deux. C'est que la protéine, elle bouge de façon aléatoire tant qu'elle est dans un carré du quadrillage. Et parfois, elle saute d'un quadrillage à l'autre. Elle bouge à nouveau de façon aléatoire, elle saute, etc. Et donc, c'est ce qui est décrit ici. On voit le quadrillage. La protéine, elle bouge de façon aléatoire au sein de ce quadrillage. Elle saute et elle refait la même chose. Alors peut-être vous allez vous demander à quoi ça sert de savoir ça. Ça va être important pour comprendre au niveau mécanistique comment les protéines interagissent entre elles, comment elles vont pouvoir transmettre un signal, comment elles vont pouvoir se trouver. Parce que si vous avez deux protéines qui doivent interagir et qui sont dans un espace bidimensionnel immense, si vous attendez juste que par diffusion, elles veulent bien se rencontrer, ça va sûrement jamais se passer à une échelle biologique raisonnable. Et donc la cellule, elle a mis en place des stratégies qui font que les protéines se rencontrent ou ne se rencontrent pas, mais de façon contrôlée. Ok, donc pour résumer les objectifs de cette semaine, on a vu quels étaient les éléments de structure secondaire qui traversaient les membranes. Comme pour toutes les autres protéines, ce sont des hélices alpha ou des feuillets bêta, mais contrairement aux autres protéines, on n'a jamais de structure mixte. C'est-à-dire que la traversée d'une membrane se fait sous forme uniquement d'hélices alpha, 1, 2, 3, plusieurs, ou uniquement de brins bêta, 8, 9, 10, non pas 9, oui, 9. Donc, mais que de structure pure. Ensuite, on a vu que il y a d'autres façons d'interagir avec des membranes qui peuvent être soit par l'intermédiaire d'une protéine membranaire, soit par des interactions électrostatiques ou des interactions hydrophobes. Et puis finalement, on a vu qu'on pouvait avoir des modifications post-traductionnelles où le protéine acquiert des lipides, soit de façon permanente, soit de façon transitoire, donc où le lipide est ajouté ou enlevé. On a aussi vu qu'on peut reconnaître des protéines membranaires par des calculs de prédiction bioinformatique. C'est plus facile pour les protéines qui traversent les membranes sous la forme d'hélice alpha, parce qu'il suffit de repérer une succession d'une vingtaine d'acides aminés hydrophobes, et on peut calculer ça avec des profils d'hydrophobicité. Finalement, on a vu comment on peut étudier des protéines membranaires, c'est-à-dire comment on peut les extraire de membranes biologiques avec des détergents, ensuite soit les cristalliser, les étudier par microscopie électronique, ou bien les refaire l'inverse, c'est-à-dire les remettre dans un système mieux contrôlé de liposome artificiel, où on peut contrôler la composition lipidique de la membrane, où on peut contrôler le milieu ionique, etc. Et puis finalement, on a vu que aussi bien les protéines que les lipides sont mobiles dans une membrane,
et que cette mobilité est contrôlée pour les lipides, soit certains domaines de la membrane plasmique sont totalement inaccessibles à certaines protéines. On a vu des barrières dans les neurones, des barrières dans les spermatozoïdes ou des barrières dont on connaît vraiment la composition dans les cellules intestinales. Et puis la mobilité est aussi contrôlée par l'interaction d'une protéine transmembranaire avec le cytosquelette à l'intérieur de la cellule. Et de la même façon, on peut imaginer un exosquelette, qu'on appelle plutôt la matrice extracellulaire. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé ce cours sous la forme d'un MOOC, et je me réjouis de vous retrouver après le cours d'Étienne Mélan, je crois au mois de mars. Merci.